Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 étapes pour drastiquement réduire vos symptômes liés à l'asthme, voire même commencer un chemin de guérison en s'attaquant aux causes profondes. Mais avant ça, petite présentation, moi c'est JD, je suis physicothérapeute diplômé et sur ma chaîne Devenir Sapiens, je vous explique comment rétablir naturellement votre santé respiratoire, notamment grâce à la méthode Buteyko. Donc avant de s'attaquer aux 4 étapes pratiques, on va faire un petit tour d'horizon pour bien comprendre ce qu'est l'asthme et ses potentielles causes profondes. Parce que la compréhension, c'est le fondement de l'action bien dirigée. Donc l'asthme en soi, on peut l'interpréter comme une forme d'inflammation chronique des voies respiratoires. Donc ce qu'on peut observer, c'est un rétrécissement des bronches, donc une bronchoconstriction. On va également observer une hypersensibilité bronchique liée à différentes allergies et aussi une production excessive de mucus. À partir de là, un bon thérapeute se demande pourquoi le corps génère ces symptômes. Parce que dans une vision de la santé holistique et intégrative, on va partir du principe que le corps ne déraille pas. Le corps n'a pas de soucis, il cherche au contraire à s'adapter à une situation complexe. Et donc la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi le corps génère-t-il ces symptômes? Un certain nombre d'études tendent à montrer un lien avec l'hyperventilation. Je vous mets les références scientifiques en description de cette vidéo. Beaucoup font l'erreur d'associer l'hyperventilation comme une conséquence de l'asthme. C'est parce que je suis malade que j'hyperventile. Mais un lien inverse peut s'observer. C'est parce que j'hyperventile que je développe de l'asthme. Donc à partir de là, un excellent thérapeute pourrait continuer à investiguer et questionner les raisons de cette hyperventilation. À mes yeux, on atterrirait forcément quelque part dans l'esprit, puisque l'hyperventilation va forcément être en lien avec une question de perception, une perception de soi-même en relation avec son environnement. Et donc, ça serait quelque chose à investiguer de manière individuelle, mais dans le cadre de cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la partie pratique de la respiration liée à l'hyperventilation, puisque c'est déjà en soi une cause profonde qui est intimement liée avec notre capacité à percevoir et la respiration en tant que telle est un pilier fondamental et incontournable d'une bonne santé et d'une bonne vitalité. Donc ce qu'on observe en cas d'hyperventilation chronique, c'est une diminution drastique des niveaux de CO2 dans le corps. Et ces niveaux diminués de CO2 ont plusieurs conséquences, puisque le CO2, c'est une molécule qui est une véritable ressource pour le corps et non un déchet comme on a tendance à le croire. Les principaux effets bénéfiques du CO2 sont une oxygénation cellulaire par l'effet Bohr. Pour assimiler l'oxygène, notre corps a besoin du CO2. C'est vital dans le processus d'oxygénation. Ce qu'on observe également, c'est une vasodilatation cérébrale. Donc une amélioration en fait des fonctions cognitives. Et quand on parle d'hyperventilation, on est forcément en lien avec le stress et l'anxiété. Et le plus intéressant pour moi quand on parle d'asthme, c'est que le CO2 a un effet bronchodilatateur. C'est étonnant parce que quand on est asthmatique, on va nous prescrire justement des bronchodilatateurs, des inhalateurs artificiels. Alors qu'en soi-même, on a une molécule qui est produite constamment, puisqu'elle est produite avec le métabolisme, et qui va avoir cet effet bronchodilatateur. Donc on comprend avec tous ces effets bénéfiques que le CO2 peut avoir un effet en fait décongestionnant et fluidifier la circulation des fluides dans le système corporel. C'est bien ce qu'on rencontre dans le cas de l'asthme, des formes de congestion nasale
et des formes de stagnation du mucus. Et ces stagnations vont causer à long terme des formes d'inflammation qui représentent en fait un mécanisme de protection du corps pour éviter une dégénérescence accélérée du fait de toutes ces stagnations. Donc la clé, si on veut retrouver une santé respiratoire optimale et une diminution drastique de nos symptômes liés à l'asthme, ça va être d'augmenter les niveaux de CO2 et notamment d'augmenter la tolérance au CO2 de notre corps. Et pour augmenter ces niveaux de CO2 dans le corps, il y a deux stratégies. La première, c'est respirer moins. En respirant moins, on va réduire le volume respiratoire et réduire donc l'expiration de CO2. La deuxième stratégie, ça va être de bouger plus, car en bougeant plus, on va élever en fait notre métabolisme et donc produire d'autant plus de CO2. Et quand on voit ces deux stratégies, on se rend compte que beaucoup de patients atteints d'asthme vont avoir le comportement inverse. Ils vont chercher à respirer plus fort pour contrecarrer ces sentiments d'étouffement et vont chercher à moins bouger par crainte de générer des crises ou des sensations pareilles d'étouffement. Et là, petit à petit, on finit par tomber dans un véritable cercle vicieux qui nous fait rentrer dans une dépendance aux solutions médicamenteuses comme les inhalateurs à effet bref ou prolongé pour créer un effet de soulagement ou aux corticostéroïdes pour contrôler l'inflammation. Donc maintenant qu'on a bien compris la nature du problème, la première étape va consister à habituer le système nerveux, c'est-à-dire le centre respiratoire, à adopter une respiration plus physiologique, nasale, douce et plus calme au quotidien. Ça va être un travail en fait d'attention et de conscience sur notre respiration. Donc la clé au quotidien, c'est mettre une attention sur une respiration nasale qui soit douce avec le ventre, une respiration tranquille, sans tension, pas de contraction au niveau de la gorge, au niveau du diaphragme, pas de tension, un état de relâchement. Et en fait, on va développer un effort conscient pour revenir toujours dans cet état de calme à partir du moment où la respiration peut avoir tendance à s'emballer. Le plus important, c'est de mettre le focus sur la respiration nasale, de finir ces formes de respiration buccale dès qu'on se met à se lever de sa chaise, dès qu'on se met à prendre les escaliers. Il va falloir mettre vraiment cette attention et créer cette habitude de respirer de manière physiologique par le nez. Le point aussi important, c'est que cette respiration soit le plus silencieuse possible, qu'il y ait le moins de bruit. Une personne à côté de vous ne devrait pas entendre votre respiration et vous-même, vous ne devriez pas la percevoir. Cette respiration devrait être imperceptible. Et ça va nous demander quelque chose qui est extrêmement difficile en Occident, c'est ralentir. On va devoir peut-être, surtout les premiers temps, ralentir le rythme de notre quotidien pour mettre plus d'attention sur la manière dont on respire. Et ralentir va nous aider en fait à mettre l'accent sur la qualité de notre respiration. Au quotidien, je vous suggère aussi de surveiller les bâillements, les soupirs réguliers qu'on peut avoir au quotidien qui vont permettre de détendre le système, mais qui vont aussi entraîner peut-être des cercles vicieux par une expiration trop importante de CO2. Donc après un soupir ou un bâillement, moi je recommande de toujours laisser le corps s'exprimer, mais derrière de récompenser en adoptant tout de suite une respiration nasale, voire en réduisant la respiration ou même en faisant des petites apnées contrôlées pour juste réajuster les niveaux de CO2 au quotidien. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de commencer à pratiquer la respiration minimale comme préconisé dans la méthode Buteyko.
Donc cette respiration minimale, cet exercice, consiste à réduire le niveau de votre inspiration petit à petit, progressivement au fil des cycles, et à allonger l'expiration tranquille, de façon douce et détendue, sans tension, sans contraction. Dans la respiration minimale, on n'a pas de tension pour réduire la respiration. Tout ça se fait en douceur. Il n'y a pas de contraction au niveau de la gorge, pas de contraction dans le ventre ou au niveau du diaphragme. C'est vraiment une respiration détendue et tout l'intérêt de l'exercice consiste à apprendre à réduire tout en maintenant cette détente, à réduire notre respiration tout en maintenant cette détente. Et donc cet exercice, j'aime le mettre en pratique tout au long de la journée, dans le quotidien. Donc ça commence dès le matin au réveil, ça peut être sous la douche, en marchant, en conduisant, en regardant la télé, en lisant, dans tous les moments d'attente. En fait, chaque occasion est bonne pour mettre en pratique et pour adopter ce schéma respiratoire petit à petit, pour transmettre l'information au système nerveux, pour qu'il réinitialise en fait le schéma respiratoire au quotidien. L'idée, ça va être d'apprivoiser le sentiment de manquer d'air petit à petit. Au début, on va chercher à se concentrer à réduire très légèrement notre respiration sans créer de sensation d'étouffement. Si à un moment on est allé trop loin dans la réduction de la respiration, l'idée ça va être de retrouver ce calme, comme je disais, cet effort conscient de retour au calme le plus possible par une respiration nasale. Mais petit à petit, on va chercher à apprivoiser ce petit inconfort, ce petit manque d'air, du fait de la réduction progressive de notre respiration. Je vous mets en image le rythme respiratoire qui est préconisé dans la méthode Buteyko. Et je vous mettrai en comparaison les façons de respirer qui sont souvent anarchiques, pas du tout rythmées, avec une inspiration hyper brève et une expiration tout aussi brève quand on est sujet à une respiration dysfonctionnelle. Et l'idéal de la respiration Buteyko, qui est une inspire légère, courte, brève, et une expiration très allongée, en détente totale, avec peut-être une légère pause à la fin, se laisser réinspirer et ainsi enchaîner comme ça les cycles de respiration réduite de façon totalement détendue. Enfin, ce que je vous suggère pour commencer à vraiment mettre en place un suivi de votre état de santé respiratoire, parce que moi je viens de la préparation physique et on a un adage dans ce domaine, c'est que ce qui se mesure progresse. Si votre santé est une priorité pour vous, aujourd'hui, ça devrait être un incontournable de prendre des notes sur votre état respiratoire de façon régulière, de prendre des mesures, de mesurer votre pouls, votre pose de contrôle Buteyko et également vos ressentis pour constater de l'évolution, parce que très vite dans le train-train du quotidien, on passe vite à autre chose et finalement on ne voit pas les petits ajustements qui sont nécessaires, on ne voit pas les variations et ça entrave en fait notre progression sur le long terme. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le réveil, le matin au réveil, comme point référentiel de la mesure de votre santé respiratoire. Parce qu'après une nuit de sommeil, en respiration totalement inconsciente, on a un reflet clair justement de notre respiration inconsciente et donc de notre état, de notre véritable état de santé. Donc ce que je vous suggère, c'est de commencer par une prise de pouls le matin au réveil, enchaîner ensuite avec la pose de contrôle de Buteyko. Donc j'inspire, j'expire tout à fait normalement, je me bouche le nez et je lance le chronomètre et je mesure
le temps d'apnée au premier signe manifeste d'envie de respirer que j'associe avec une contraction du diaphragme ou de la gorge. Donc c'est un test de ressenti pour apprendre à être à l'écoute de ces premiers signaux d'inconfort. Et donc cette évaluation quotidienne et matinale va pouvoir nous permettre de discerner notre progression si ce qu'on met en pratique est efficace ou non. On peut estimer à peu près à un progrès de 4 secondes sur notre pause de contrôle par semaine. Il est possible que ça soit un peu moins, il est possible aussi de stagner, c'est normal parfois d'atteindre des plateaux, mais c'est quand même un indicateur que quelque part, soit notre pratique n'est pas assez concentrée. Donc à partir de là, ça sera l'indicateur pour passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape qui va consister à développer un bagage de pratique beaucoup plus formel, beaucoup plus formalisé, avec par exemple une pratique sous forme de protocole. Donc ce que je peux vous transmettre, c'est l'outil de déblocage du nez. Donc le matin, souvent au réveil, lié à une respiration, une hyperventilation nocturne, on peut avoir des symptômes de congestion nasale. Donc ce qui va nous aider à décongestionner, ça va être d'élever les niveaux de CO2 dans le corps. Et il y a un lien aussi qu'on observe avec l'oxyde nitrique qui est sécrété dans les cavités nasales. Donc ce qu'on va faire, c'est le matin au réveil, si on a le nez congestionné, c'est, dans la mesure de possible, d'effectuer une apnée après expire, en se bouchant le nez. On peut aussi effectuer pendant l'apnée des hochements qui vont permettre de nous recentrer et aussi de faciliter les mécanismes de fluidification. Donc cette apnée, on va essayer de la prolonger autant qu'on peut sans que ça soit trop stressant. Le but, c'est pas de se mettre dans le rouge. On va pouvoir comme ça effectuer 5-6 apnées enchaînées, donc avec 30 secondes environ de respiration nasale tranquille. Donc on fait l'apnée, on sort de l'apnée, on essaye de retrouver ce calme avec la respiration nasale. 30 secondes après, on repart en apnée et on répète ça à peu près 5 ou 6 fois. Et normalement, ça devrait grandement aider à réduire les symptômes de congestion nasale du matin. On peut aussi effectuer la manœuvre de Valsalva. Cette manœuvre, c'est une pratique utilisée par les apnéistes. Ça consiste en fait à se boucher le nez et à souffler dans le nez, donc ça va créer une pression. À expérimenter, voir vos sensations, parce que ça met une pression aussi sur les tympans, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais ça va maximiser en fait la sécrétion d'oxyde nitrique au niveau nasal par le fait de l'augmentation de la pression. Et l'oxyde nitrique a un effet vasodilatateur assez puissant en synergie avec le CO2. Le deuxième outil que je peux vous donner s'appelle les pauses respiratoires préventives qui peuvent permettre de prévenir les crises, les moments de toux ou l'impossibilité de mettre en œuvre quelconque autre pratique parce qu'on commence à sentir des sensations d'étouffement, qu'on commence à sentir un manque d'air qui est gênant. Les pauses préventives peuvent nous aider très simplement à réélever très rapidement les niveaux de CO2 dans le corps. Donc pour le mettre en pratique, en fait on va effectuer simplement des pauses au cours de notre respiration nasale, des petites pauses de 2 à 5 secondes, au maximum la moitié de votre score à la pause de contrôle de Buteyko. Donc si elle est de 15 secondes, vous allez faire à peu près 7 secondes de pause maximale. Si elle est de 10, contentez de pause de 5 secondes. Donc vous faites cette petite pause respiratoire
vous reprenez une respiration nasale tranquille pendant 10-15 secondes et vous retournez à nouveau en pause. Et vous recommencez comme ça à l'infini. Donc ça, c'est un outil qui peut être pratiqué tout au long de la journée pour élever au quotidien vos niveaux de CO2. Ça peut être pratiqué aussi en exercice. Vous prenez 5 minutes ou 10 minutes à pratiquer comme ça, un peu comme une méditation, un peu comme la respiration réduite. Euh, en cas de montée de crise, comme je disais, ça peut être un outil utilisé en prévention. Essayez-le pendant 5 à 10 minutes. Si la crise passe, c'est super. Si la crise commence à partir dans une crise sévère, revenez tout de suite sur des solutions plus conventionnelles, comme vous avez l'habitude de gérer. Mais ça peut être un outil vraiment qui change la donne. Parce que c'est là qu'on va commencer à sortir de la dépendance aux solutions médicamenteuses et on va commencer à générer soi-même des solutions pour nous adapter à différentes contraintes qu'on peut rencontrer au cours de la journée. Le troisième outil que je vais vous partager, donc, c'est la respiration minimale de la méthode Buteyko, donc la respiration phare de la méthode. Là, l'idée, ça va être de se structurer des espaces dans sa journée. L'idéal, ça serait de faire 3 pratiques, 3 pratiques par jour, matin, midi, soir, par exemple. De se ménager des espaces pour pratiquer cette respiration 10 minutes, ça serait un minimum idéal. On observe des changements au niveau du système nerveux à partir de 11-12 minutes. Donc on pourrait partir sur 15 minutes. Mais plus on en fait, mieux c'est. On pourrait faire des pratiques de 20 minutes, voire de 30 minutes. L'idée, c'est de cumuler les pratiques tout au long de la journée. Donc, par exemple, pratiquer 3 fois 15 minutes sur la journée, ça ferait 45 minutes de pratique sur la respiration minimale. Et ça va vraiment nous aider à rééduquer le schéma respiratoire, à appréhender des niveaux plus élevés de CO2 avec la sensation, cette légère sensation d'inconfort, de manque d'air. Donc les points techniques pour pouvoir la pratiquer plus en détail, sur l'inspiration, on va essayer de la réduire au minimum. L'image que je peux vous donner, ça serait comme inspirer 1 centimètre d'air, une inspiration courte, brève, et puis ensuite de passer sur l'expire, donc d'allonger l'expire. On peut mettre son doigt à ce niveau-là. Imaginez que son doigt c'est comme une plume et qu'on veut expirer tout doucement sans faire bouger la plume. Vous allez sentir la chaleur de votre expiration nasale sur votre doigt. Et l'idée, ça va être de réduire cette sensation de chaleur, qu'elle soit la plus douce possible, pour avoir vraiment cette respiration légère, minimale, et développer ce ressenti. Au niveau des ressentis aussi, on peut sentir à partir de quelques minutes de pratique les effets d'une élévation des niveaux de CO2 dans le corps, comme de la chaleur corporelle, une élévation de la température, on peut le sentir dans les mains. On peut avoir aussi des symptômes dans la salive, avoir commencé à saliver. Ça, c'est des symptômes qui nous indiquent qu'il y a une forme d'élévation des niveaux de CO2. Pour créer tous ces ressentis, il faut quand même aller chercher un certain inconfort. Donc il faut aller chercher ce petit manque d'air. Il faut que, à la fin de l'expire, c'est là on peut laisser en place une petite pause. Et cette pause, elle doit être naturelle, elle ne doit pas être forcée. Mais il faut apprendre à aller légèrement pousser pour créer ce manque d'air. Cette sensation, elle doit être claire, elle doit être clairement perceptible, je dois clairement percevoir que je manque un peu d'air, mais ça ne doit pas être trop stressant. L'idée, c'est que toute la respiration soit une forme de détente, ça doit être une forme de méditation dans laquelle on se recentre. Bien sûr, c'est un apprentissage,
ce n'est pas forcément évident. Ça nous demande d'apprendre à ralentir, à nous concentrer sur l'essentiel et même faire un peu moins que l'essentiel, respirer de moins en moins. Et, et c'est vraiment, ça doit être un moment méditatif, ça doit être un moment calme, ça doit pas être un moment de tension, un moment de stress. On doit apprendre à composer avec cet inconfort et petit à petit cet inconfort en fait ne devient plus tellement désagréable mais devient même une sensation qu'on recherche, qu'on cherche à trouver parce que petit à petit on l'associe, notre système nerveux l'associe finalement à un état de relâchement, à une meilleure oxygénation et une meilleure circulation au niveau de notre corps. Donc une routine que je peux vous partager pour mettre en place cette respiration, c'est avant la respiration de prendre votre pouls et d'effectuer une pause de contrôle de Buteyko pour pouvoir vous situer. Euh, Ensuite, de partir sur une respiration minimale sur par exemple 4 minutes. Après ces 4 minutes, on peut reprendre une, une pause de 2 minutes à peu près en respiration normale, tranquille. Et à la fin de ces 2 minutes, on met en place une pause de contrôle Buteyko pour voir comment notre état a évolué. Et on peut recommencer ce schéma 4 fois, c'est-à-dire je respire de façon minimale pendant 4 minutes, je prends 2 minutes de pause où je me laisse respirer de façon nasale, et je reprends une pause de contrôle. Et tout au long des séries, je vois l'évolution. Si la pratique se fait bien, normalement, on va avoir une augmentation progressive. Les premières séries, on peut avoir une petite diminution, le temps que le corps s'habitue à cette nouvelle condition. Mais au fil des séries, on le répète, au bout de la deuxième, la troisième et la quatrième, normalement, on voit une augmentation de la pause de contrôle du score de quelques secondes, ce qui signifie que on a créé une adaptation et on voit que la pratique se passe bien. Et donc à la fin de cet enchaînement, on peut reprendre une dernière fois notre pouls et finir par une pause de contrôle. Et là, on aura vraiment euh, le, le référentiel de ce que nous a procuré la pratique. Ce qu'on cherche, donc, c'est une diminution du pouls, des battements par minute. Cette diminution, ça indique que notre système nerveux s'est bien calmé. Et on cherche une augmentation de la pause de contrôle de Buteyko, ce qui signifie que notre corps tolère de mieux en mieux le CO2. Donc encore une fois, j'insiste, soyez bien à l'écoute de vos ressentis sur la pratique, soyez bien centré dans votre corps, sur les sensations de chaleur que vous pourriez ressentir, et avec votre esprit, soyez bien ancré sur ce petit inconfort, sur le manque d'air. C'est vraiment ce qui va vous recentrer, vous permettre de vraiment comment dire, vous épanouir dans la pratique. Moi, c'est quelque chose qui vraiment m'apaise et me recentre. C'est pas quelque chose qui me contraint, au contraire, c'est un plaisir de rentrer dans cette pratique. Mais c'est une habitude qui se crée. Il est clair que mettre tout ça en pratique, ça demande une certaine discipline, mais c'est la discipline qui nous permet de reprendre en main notre santé et de sortir de la dépendance. On ne sera pas dépendant de cette discipline à vie. L'idée, c'est de rétablir des niveaux physiologiques optimaux. Et pour rétablir ces niveaux, ça va nous demander cette autodiscipline au quotidien pour, faire, pour réadapter en fait notre système nerveux. Euh, ce qui ce qui peut nous pousser en fait à la mise en place de cette autodiscipline, quelque part, c'est aussi la souffrance. C'est la question que je poserais, c'est à quel point vous avez assez souffert. Est-ce que vous en avez suffisamment marre des symptômes quotidiens que vous pouvez ressentir au quotidien? Et
c'est à partir de là que on prend la décision de mettre en place des changements. Euh, L'idée, c'est à un moment, je choisis, je décide de me prendre en main et je vais faire ce qu'il faut pour commencer ce chemin de guérison. En parallèle de ces outils pratiques centrés sur la respiration, les pauses respiratoires, les apnées, ce que je vous suggérerais aussi, c'est petit à petit d'inclure euh, des, une rééducation du diaphragme par des exercices. Donc il y a plusieurs exercices que je partagerai progressivement sur ma chaîne YouTube. Donc restez abonnés. Ces exercices, je peux vous en donner quelques-uns. Je vous mettrai le lien en description d'un exercice que j'ai déjà publié, c'est l'étirement du diaphragme en soufflant. Vous pouvez aussi faire des recherches autour du travail de vacuum, le travail des muscles transverses, parce que toute cette région ventrale est connectée entre le diaphragme, le muscle transverse, les obliques, le plancher pelvien. Donc tout ça, c'est des muscles qui sont intéressants à travailler parce que en fait, c'est les muscles piliers de notre respiration qui font la connexion entre le haut et le bas du corps. Et une respiration fonctionnelle va forcément avec un contrôle neuromusculaire fonctionnel euh, et qui va nous créer aussi une posture idéale, suffisamment on va dire, de gainage, parce que si évidemment que je me tiens de façon complètement rabougrie, la respiration ne peut pas se faire correctement. Et c'est souvent ce qu'on observe avec les formes d'hyperventilation, comme c'est corrélé à des états de stress, ça influe aussi notre posture et on va avoir tendance à se renfermer, ce qui va finalement entraver notre respiration et créer sur le long terme des sensations d'étouffement. Et là, on est véritablement dans un cercle vicieux. Donc l'idée, c'est de retrouver une bonne posture et je partagerai progressivement sur cette chaîne des exercices spécifiques sur le diaphragme, le transverse et le plancher pelvien pour recréer cette connexion. Donc on en vient à la troisième étape qui est liée à la deuxième stratégie qui est de bouger plus. Puisqu'on a vu que respirer moins était la première stratégie, donc je vous ai transmis des outils pour voilà, moins respirer au quotidien et élever vos niveaux de CO2. Et là, l'idée, ça va être, dès que possible, d'implémenter plus de mouvements qui vont nous permettre d'élever les niveaux de CO2 par le métabolisme et même d'associer moins respirer et bouger plus. Donc l'idée de l'exercice physique, pour moi, va être centrée sur la marche. La marche a tellement d'effets bénéfiques sur tout un tas de paramètres, mais la marche se combine parfaitement avec les exercices de respiration, euh, notamment les exercices de respiration nasale et d'apnée. Donc l'idée va être de petit à petit augmenter votre quantité de marche dans le quotidien en marchant toujours à un rythme qui nous permet de maintenir une respiration nasale. Donc ça va toujours nous demander de ralentir s'il faut. Euh, le plus important, même si on sent un léger manque d'air, c'est toujours de mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Donc l'idée, ça va être peut-être de marcher un peu tous les jours, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure si vous pouvez, en respiration nasale, en contrôle, et d'avoir toujours cet effort conscient de retour au calme quand la respiration peut avoir tendance à s'emballer. Donc après, si si on n'a pas trop de symptômes, si on est capable d'en faire un peu plus, c'est là qu'on va pouvoir se mettre à pratiquer de la marche active, même voire de la course à pied. L'idée, ça va être toujours d'être recentré sur cette respiration nasale au quotidien. On va chercher aussi à augmenter l'intensité progressivement. Euh, donc par exemple en allant un peu plus vite, en respirant un peu moins
on peut commencer à mettre en pratique aussi des respirations réduites pendant la marche, euh, pendant des courts instants ou en prolongeant, et on va même pouvoir faire des apnées en marchant. Et l'intérêt de marcher, c'est qu'on peut compter ses pas. Donc on va pouvoir mettre en place des apnées en comptant le nombre de pas qu'on peut réaliser. Donc après cette marche nasale, qui peut représenter un premier outil, un deuxième exercice que je peux vous partager, c'est donc la marche en apnée. On va partir sur des pauses respiratoires en fait, donc entre 5 et 20 pas, entre 5 et 20 pas en apnée. Donc inspire, expire normal, je pars en apnée, je me bouche le nez, j'effectue entre 5 et 20 pas, et je sors de l'apnée, je prends 30 secondes de respiration nasale, de retour au calme, et je recommence. Après 30 secondes, je recommence comme ça une dizaine de fois. Et l'idée, ça représente un exercice. L'idée, c'est de le pratiquer tout au long de la journée, autant qu'on peut. Si on a un bon niveau, généralement avec une pause de contrôle au-dessus de 15 secondes, on peut commencer à prolonger les apnées et on peut aller au-delà de 20 pas. Un objectif vraiment, qui serait vraiment indicateur en général, à partir de 80 pas en apnée, on a une disparition complète des symptômes, ce qui équivaudrait à peu près à une pause de contrôle à 40 secondes. À partir de là, on peut souvent estimer qu'il y a une disparition complète des symptômes. Si on arrive à maintenir cette pause de contrôle de 40 secondes ou ces 80 pas en apnée sur une période de 4 semaines, à partir de là, vraiment, on peut dire qu'on est quasiment guéri. Maintenir cette pause sur 6 mois, là, on peut dire que l'asthme, voilà, est résolu. On peut aussi effectuer donc des apnées vraiment prolongées, donc on va dire le maximum que l'on peut, sans non plus se mettre dans le rouge. Donc c'est y aller progressivement et voir ses sensations. Donc je commence à marcher, j'inspire, j'expire normalement, je me bouche le nez, j'effectue le maximum de pas que je peux en me bouchant le nez, je sors de l'apnée, je reprends 1 à 2 minutes de respiration nasale tranquille et je recommence comme ça 10 fois. Et je peux faire ça par exemple 2-3 fois dans la journée pareil. L'intérêt, ça va être de mesurer notre score de pas et de voir si on peut parvenir à progresser d'une dizaine de pas par semaine. Ça serait un bon indicateur que notre pratique a des effets positifs sur notre physiologie. À noter que si notre résultat diminue trop fortement ou si en 1 ou à 2 minutes on n'arrive pas à retrouver ce calme respiratoire, c'est qu'on est allé dans beaucoup trop d'intensité et là il va falloir réduire l'intensité et retrouver vraiment le niveau sur lequel on peut vraiment progresser. Et c'est toujours mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Le but c'est pas d'atteindre des performances, le but c'est vraiment de créer des ressentis qui sont favorables en fait à la physiologie. Donc on va chercher l'inconfort, mais on va pas se mettre non plus dans un état rouge. L'idée c'est pas de se créer plus de stress que l'on en a déjà, c'est d'apprendre justement à gérer le stress, à, à toujours être en maîtrise en fait. La respiration et le travail des apnées, c'est un outil pour reprendre la maîtrise sur quelque chose que l'on peut véritablement contrôler. Notre relation à l'apnée, notre relation à l'inconfort, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment prendre la main dessus et qui va nous permettre ensuite de nous recentrer et d'avoir des effets bénéfiques sur notre physiologie. Enfin, la quatrième étape, la quatrième et dernière étape, va concerner le mode de vie de façon globale. Donc juste quelques conseils sur quelques outils
sur notre mode de vie. En premier lieu, le sommeil. Donc des petits conseils comme ça donnés à la volée. Je vous recommanderais d'éviter les repas 2 heures avant le coucher, parce que la digestion influence énormément la respiration, et si on mange en quantité juste avant de dormir, on risque de faire de l'hyperventilation nocturne, ce qui risque d'aggraver nos symptômes. Je vous recommande aussi d'éviter les écrans 2 heures avant le coucher, pour optimiser la qualité de votre sommeil. Euh, vous pouvez effectuer aussi des formes de respiration nasale juste avant le coucher. Par exemple 10 à 30 minutes de pratique de respiration réduite, histoire de vraiment élever vos niveaux de CO2 juste avant le sommeil, ce qui va favoriser la respiration inconsciente de la nuit. Un outil aussi pratique, j'en ferai une vidéo plus tard sur ma chaîne, on appelle ça le mousse tapping. L'idée de se mettre un sparadrap en fait hypoallergénique sur la bouche, ce qui va nous obliger en fait à avoir une respiration nasale toute la nuit. Parce que la nuit, en fait, il y a beaucoup de formes d'hyperventilation qui se développent, notamment avec une respiration buccale. Donc ces conseils sont donnés dans le but de limiter l'hyperventilation. Ce ne sont pas des conseils absolus à appliquer toute la vie, c'est surtout là, dans cette période où on veut rééduquer notre système nerveux, remettre en place un schéma respiratoire fonctionnel, et ce sont des pratiques qui peuvent nous aider dans cet objectif-là. Donc en passant sur le versant alimentation, donc moi ce que je suggère c'est un maximum de produits bruts, frais, locaux, éviter les produits transformés et industriels autant que possible. Euh, Peut-être faire un test avec les produits laitiers. Si vous êtes soumis à des formes de stagnation de mucus ou de congestion importante, il faudrait peut-être faire un test sur les produits laitiers qui peuvent occasionner beaucoup de congestion en fonction de nos réactions. À tester, voilà, à tester. Et enfin aussi, on le dira jamais assez, mais boire beaucoup d'eau, c'est ultra important. On ne boit pas assez généralement. Euh, le mieux c'est d'écouter ces signaux, d'écouter ces signaux de soif, mais des fois on a pris l'habitude de ne pas écouter les signaux. Donc c'est bien pendant un temps d'essayer de boire un peu plus, de boire 2 litres, de se préparer 2 litres d'eau chaque jour dans des bouteilles de manière bien visible, et voilà, de s'assurer que à la fin de la journée on ait bu nos 2 litres d'eau, euh, et de cette manière de voir s'il n'y aurait pas un effet positif sur l'hydratation. La déshydratation est un facteur majeur d'hyperventilation pendant la nuit. Et enfin, le dernier conseil, ça serait au quotidien euh, d'identifier en fait les déclencheurs qui peuvent être source de déclenchement de crise par la suite. Ça peut être le froid, ça peut être l'humidité, le pollen, les poils d'animaux, la pollution, la fumée de cigarette, les acariens, la moisissure, l'exercice physique. Même rigoler pourrait être un, un déclencheur. Certains aliments, le stress, l'anxiété. Donc tout ça peuvent représenter des déclencheurs euh, qui, qui peuvent entraîner ensuite des formes de toux ou des crises d'asthme aiguës, voire sévères. L'idée, ça va être de les identifier pour commencer à agir en conscience dessus. Ces déclencheurs ne sont absolument pas le problème, puisque normalement, un système immunitaire qui fonctionne de manière optimale euh, n'a pas de problème à être en contact avec du froid, de l'humidité, des poils d'animaux, relativement avec la pollution. On est normalement capable de gérer un peu ces petites formes de stress. Mais ça va être intéressant en fait de les identifier pour justement voir à quel point nous progressons
dans, dans la réduction des symptômes. Et si petit à petit on va pouvoir se confronter à ces déclencheurs sans générer de symptômes, ça nous indiquera qu'on est bien sur un processus de guérison et de régénération. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Mon but c'était de vous donner un maximum de clés pour vous autonomiser vis-à-vis de votre santé et de votre respiration. Bien sûr là je vous ai donné une panoplie d'outils et de conseils, donc à appliquer avec progressivité. L'idée c'est pas de tout implémenter d'un coup, de tout faire parfaitement d'un coup, parce que sinon c'est juste intenable. L'idée c'est de piocher petit à petit un petit outil, puis d'en rajouter un second, et puis de voir les effets. Et c'est ce qui nous motivera et nous engagera sur cette pratique. L'idée c'est de faire ses propres essais, de faire ses propres erreurs, et de progresser sur ce chemin. Donc bien sûr, moi je suis là au besoin, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, d'un accompagnement plus approfondi, qui prend en compte votre situation personnelle. Moi je suis là pour mettre plus de structure, implémenter et suivre votre progression sur le long terme. N'hésitez pas à prendre un appel avec moi, le lien est dans la description. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon chemin de pratique et de régénération. C'était JD pour devenir Sapiens. Ciao.